chambre, j'ai entendu de la maison un bruit bizarre, un bourdonnement. Je suis sorti ici dans la cour et j'ai observé 3 engins de forme triangulaire, tout au moins les phares d'engins. Les phares formaient un triangle, des phares très puissants, et au centre de ces phares, il y avait une lampe rouge qui clignotait. Un se trouvait là-bas, l'autre ici au-dessus et l'autre au-dessus de la maison. Et il semblait se diriger vers une grosse boule blanche qui se trouvait dans cette direction-là, vers la France. Et cette boule blanche avait la taille de la Lune. Au départ, j'ai dit tiens, on dirait qu'il se dirige vers la Lune. Et finalement, je me dis la Lune, elle a l'air très bizarre. Je me dis il y a quelque chose aussi qui est bizarre dans cette Lune. On ne voit pas les cratères, on n'aperçoit pas les cratères. Et je me suis retourné, j'ai vu que la Lune se trouvait juste dans mon dos. De novembre 1989 à juin 1990, on assiste en Belgique à une vague d'ovnis sans précédent. Amateurs passionnés, les ufologues collectent et recoupent les informations à la recherche d'un signe, d'une preuve. Oui, c'est Michel ici. Et je suis au fin fond des Ardennes. Oui, je suis à Vielsalm, chez M. Caillé. Attendez, je vais mettre chez... Ah, c'est à vous ça? Oui, c'est à moi. Ah bon? On avait fait un petit croquis. Ah, vous avez déjà commencé à préparer Voilà, votre... ça c'était quand on était dans le bois, plus ou moins, pour vous situer. Il y avait donc un centre, et tout le contour c'était rouge. C'était, comment dire, c'était brouillard. Bon, en fait, comme c'est la toute première fois qu'on se rencontre, on va essayer de reprendre les choses de la manière la plus chronologique possible. Hein, parce que, surtout pour nous, on a besoin de... Vous avez vécu l'événement, mais nous, on voudrait essayer de remettre les choses en état. Oui, donc il y a encore des gens qui aujourd'hui passaient pas Vous avez vu derrière les arbres, hein? Entre les arbres comme ça, il était beaucoup plus bas. Il avait l'air de changer de taille ou pas? Ou il est resté de taille constante? Disons que la lumière n'était pas irrégulière. Par moments, on me dit, voyez, c'est pas grave. Ce qui m'a amené de manière très précise, c'est ce qui s'est passé ici en Belgique. C'est-à-dire que là, j'ai vu qu'il y avait des témoignages qui affluaient de manière massive. Comme il y a des, comment on appelle ça, pour des couloirs. Oui, des couloirs. Chez mes parents, il y a souvent, mais ils sont beaucoup plus bas, et puis un avion bien. Et d'aller aux informations, ça voulait dire aller à la Sauvette. Parce que ce sont eux qui rassemblent, c'est le seul endroit dans le pays où ces informations sur les témoignages etc., sont rassemblées. Donc j'ai été à la source, à la première source d'information. Et puis je me suis dit petit à petit que j'arriverais peut-être à attirer, en ayant une information meilleure moi-même, à attirer d'autres scientifiques dans la mouvance. Alors ici, ils sont rapportés un certain nombre d'observations qui sont datées. Voilà, il y a des trajectoires, 28 avril, 22h30, 1. Alors les 1 sont repris ici et il explique un petit peu là et à la page suivante. Ça, c'est ce qu'ils ont vu de plus près. Et il y a un témoin ici aussi, l'avant-dernière maison ici, parce qu'ici c'est dégagé, il n'y a rien. Il y a quelques maisons ici. Et il y a un témoin là aussi. En 1947, un homme d'affaires américain, Kenneth Arnold, aperçoit depuis son avion personnel un groupe de disques volants au-dessus du mont Rainier dans l'État de Washington. Pour la première fois, le terme soucoupe volante apparaît. Arnold interroge les autorités sans succès. Il parcourt alors les États-Unis à la recherche d'événements ou de récits susceptibles de confirmer ses observations. De simple témoin, il devient peu à peu enquêteur et expert. Il est le premier ufologue, celui qui étudie les ovnis. Arnold ne trouvera pas d'explication satisfaisante. Mais sur ses traces, des gens d'horizons divers créent un peu partout dans le monde des associations qui recherchent toutes les informations relatives à des événements aériens curieux. Certains pensent ainsi révéler la présence d'extraterrestres sur notre planète. Comme il n'existait à l'époque rien qui me satisfaisait en Belgique, j'ai décidé de créer une association sans but lucratif
Et j'ai consulté un certain nombre de gens dont j'avais entendu dire qu'ils s'intéressaient au problème et j'ai défini un petit peu la façon dont je voyais les choses. De ce qui est paru en français sur le sujet, ce que nous avons publié comme périodique, des numéros spéciaux, réflexions sur les priorités de la recherche par exemple, dossier du FBI, la littérature anglaise aussi en livre sur le sujet. Par exemple, dans les textes, quelque chose qui ne se trouve pas couramment, le texte du premier congrès qui s'est tenu devant le comité des sciences et de l'astronautique à la Chambre des représentants aux États-Unis, à laquelle participait le docteur Heineck. Il y a même une revue japonaise sur le sujet, voilà, qui prouve qu'il y a des groupements, des associations un petit peu partout. Là, c'est vraiment le hasard. On tombe sur un cas d'objet triangulaire au Japon. Voilà, ne me demandez pas la traduction. Hein, mais je compte bien sur les scientifiques pour essayer de nous apporter un jour ou l'autre une explication qui me démontrera, du moins au public ou voilà, aux hommes de science, qu'il s'agit bien d'un phénomène matériel, original, et pour lequel on n'a aucune explication. Donc le phénomène s'est produit entre 10h30 et 11h, en deux fois. Une première fois, j'ai constaté un point lumineux brillant de couleur jaune, et ce point est resté en stationnement pendant, disons, 5-6 minutes, et tout à coup, bon, probablement qu'il y a eu des avions de ligne qui sont passés dans le coin. Ce point lumineux s'est mis en mouvement par petits bonds, c'est-à-dire par accélération successive, jusque finalement une grande vitesse, et il est sorti de mon champ de vision. Encore une fois, un cas dans la province de Liège, toujours de Hainaut. Toujours dans le même coin. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a de nouveau un signe que l'objet réagit au passage d'avion. Oui, en fait, il a fait une première observation relativement intéressante en décembre, parce que c'était un des rares témoins à avoir signalé 3 triangles à un moment donné. C'est étonnant. Et 3 triangles qui sont arrivés à des moments différents, mais qui, à un moment donné, étaient tous les 3 ensemble dans son champ visuel. Mais chacun des 3 grands phares. Oui, les trois structures habituelles avec les 3 points lumineux. Et puis il y a d'autres témoins qui, dans un délai qui était de l'ordre de 1 heure, entre ce phénomène et l'autre témoignage, ont signalé avoir vu un terril éclairé comme en plein jour par un objet qui stationnait au-dessus, qui était triangulaire. Mont c'est là, Estime Mont est là. Ah, c'est ça. Binche est là. C'est entre Mons et Charleroi. Charleroi. Et voilà, une Saint-Paul-la-Louvière. Ouais, c'est tout près. C'est tout près, ouais. Brusquement, plus rien du tout. Mais une fraction de seconde, hein. Faut pas mettre le temps trop long, tellement c'est vite. C'est comme un tri. C'est parti tout de suite. C'est parti comme un trait. Comme un tri. Comme si vous auriez fait un rallye et la voiture démarrait brusquement. C'est la même chose, à peu près la même chose. Mais évidemment, beaucoup plus fort qu'une voiture. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu. J'ai 52 ans, j'ai jamais vu ça. Et pourtant, je n'y croyais pas. À l'échelle, vous avez la direction. Alors, bon. C'est ce qui est encadré. C'est ça, petit tiers est là. Hein. Vous voyez. D'accord. Et voilà où il y a les croix là, ben c'était où ce que alors, c'est la maison. La croix, c'est votre maison. Oui. Et la croix en dessous, c'est le bois. Ça, c'est où ce que c'était, l'OVNI? Non, Tesseux-Bois, voilà, ici. Ah non, voilà, ici, oui, d'accord. Voilà, Tesseux-Bois, donc nous étions là, voilà, ici. D'accord, nous sommes juste à l'intersection de la route, là. Oui, voilà, oui, c'est la grande route ici. D'accord, ouais. Donc on va monter comme ça, nous, dans ce bois. Donc c'est le bois de Tinceux, c'est ça? Tinceux-Bois, ouais. Et c'est dans ce petit chemin-là que ça s'est passé, apparemment. Nous étions à l'arrêt. Brusquement, il y a eu la lumière. Vous étiez toujours dans la voiture? Oui, on n'est pas sorti de la voiture. On a fermé les portes parce que j'ai. Et vous aviez baissé la glace de la voiture? Oui, j'ai sorti ma tête et j'ai regardé comme ça. J'ai vu carrément une grosse lumière au-dessus et tout le ciel était rouge. Je vais dire, peut-être 10 mètres, c'était peut-être moins, c'était peut-être plus. Je ne saurais pas dire parce que c'est dur à estimer. Bon, et alors, qu'est-ce qui se passe avec les sapins? Brusquement, il y a eu un vent. Ça a fait tous les sapins au Mais vous avez senti ce souffle? Oui, tout bougeait, c'était incroyable. Tout s'est soulevé en un coup comme si c'était. Oui, surtout le dessus, c'était pas tellement contact du sol, mais c'était comme un début de tempête là. Oui, c'est vraiment. C'était plus cyclique. C'est dur. Oui, hein. C'est comme incroyable. un début de tempête.
La lumière blanche que vous avez vue par terre... C'est comme un spot qui venait de là et qui éclairait comme ça. Mais vous n'avez pas vu ce qui projetait. le spot, puisqu'il était rouge. Non, parce que tout était rouge et pourtant la lumière était blanche. Mais quand on fixait ça, on ne savait pas voir à travers. Mais je suis sûr que c'était du solide, parce qu'on ne voyait rien à travers. Ouais. C'était une masse et le bruit électrique, ça ne venait pas de la voiture. Et c'était vraiment au ras des arbres. Au ras des arbres. Au ras des arbres, il n'y a pas à douter. C'était peut-être à 15-20 mètres Mais de ça moi. faisait peur de chez moi, j'avais peur pour mes enfants aussi. Hein. Ce qui m'a inquiété, c'est que la voiture ne redémarrait pas et que la voiture elle est nouvelle. Elle a 1 an et demi et elle ne redémarrait pas. Et je me dis, c'est la panique. Puis brusquement, elle a reprise, alors j'ai démarré comme ça. Et le truc m'a vraiment suivi au-dessus, en parallèle, au-dessus de moi, à la verticale, et tout est éclairé. J'ai vu que mes phares n'étaient pas allumés, et ça éclaire après, j'ai allumé mes phares, c'est comme si je ne faisais rien. Tu avais fait une marche arrière, là, ou quelque chose. D'ici, hein, quand vous regardez, surtout vous donc, quand vous étiez d'ici, on va sortir dehors peut-être pour, regarder. Voir, hein. Parce qu'on regarder va... cette place, parce qu'ici... Oui, parce qu'alors on va essayer d'abord déjà d'estimer d'ici les dimensions que ça pouvait avoir. Hein. Oh oui. Alors. Je crois que c'est important d'avoir une description détaillée de ce que les gens ont vu. Évidemment, le témoignage visuel n'a aucune valeur en science. Mais quand il y a 100 personnes qui rapportent la même chose, les mêmes détails, et qui n'ont pas pu l'apprendre sous détail, sous phénomène par exemple, qui n'ont pas retrouvé ces détails dans la presse, qui n'ont jamais lu un livre sur le problème OVNI, ça devient très difficile à démolir. Observation vendredi 1er décembre. Ça, c'est vu à Bruxelles, là. Ça correspond réellement à ce que le témoin a vu ici, une espèce d'excroissance qui projetait, au centre qui projetait un faisceau lumineux, les 3 grands fers blancs, une espèce de fer passer, des lumières rouges autour. On n'a pas pu savoir si les lumières étaient tout à fait vraiment séparées, mais c'est une plateforme plate, et vraiment comme une plateforme triangulaire. Dans d'autres cas, interprétation graphique d'opération sur la sonde de M. Crosset, triangle avec une rampe de spot étant la véhicule de lumière. Bazacle, voilà un cas intéressant encore. C'est un 21/12, une observation qui est assez rapprochée. On a redessiné en grandeur apparente telle que le témoin l'a vu. C'est peut-être assez rapproché, assez grand. On est à 900 cas, ce qui doit faire 2500 témoins à peu près. Mais au moment où vous étiez ici tous, hein, vous 4 en fait, oui. C'était parfaitement fixe là au-dessus du bois, ça ne bougeait pas non, du tout. Ça ne bougeait pas, c'était stable. Parfaitement stable. Oui, ça ne descendait pas, donc, ça ne montait pendant pas. Au moins un quart d'heure, à partir du moment où vous l'avez repéré, Plus d'un quart d'heure. Hein, il est resté au même endroit. Plus d'un quart d'heure. Oui, parce que lui était parti sur place, mais moi j'étais ici, ça n'a pas bougé. Hein. Il n'a jamais bougé, mais après, quand je suis arrivé avec la voiture, on a eu l'impression qu'il nous suivait. Quoi. Là, on n'a pas de point de repère. Hein. Bien, vous avez un grand sapin là, juste en face ici, où il y a les trois boules de... Oui, il y en a un grand derrière. Un grand. Vous avez l'autre côté là. Oui. Mais tout cela, j'étais occupé. Tout ce que vous voyez de verre, qui tout ça, là, donc, ça tout fait... ce terre-là, tout ce morceau-là. Ça fait 10 cm à bras tendus, ça. Hein. Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça, oui. Jusqu'à présent, on a beaucoup de photos, on a beaucoup de films. Mais les films ne donnent jamais, sont des films d'amateurs, et ne donnent jamais rien d'autre que des impacts lumineux, et jamais d'objets. Bon, le seul qui est, à notre avis, un réel intérêt, c'est celui qui a été pris précisément dans la nuit du 30 au 31 mars. Donc en même temps que les événements où les gendarmes de Wavre étaient impliqués. C'est un film qui a été pris au-dessus de Bruxelles, et où on voit vraiment la structure qui a été décrite par des centaines de témoins. Ces 3 points lumineux en triangle, avec une lumière rouge pulsante au centre. Et c'est la première fois qu'on avait un document d'une telle qualité, en tout cas. Tous les autres montrent généralement des taches de lumière, des points lumineux, plus ou moins fixes ou en mouvement, sans qu'on puisse vraiment, je crois, tirer beaucoup d'informations de ces documents vidéo. Parce que les traces que vous signalez, ça ressemble très fort à des traces d'oxydation tout à fait normales de l'aluminium. Hein. Non, mais je ne vous dis pas que vous racontez des blagues. Nous vous disons simplement que ce que vous nous signalez, ça nous apparaît plutôt naturel et que ça ne correspond pas du tout à quelque chose d'extraordinaire. C'est ça que nous vous disons simplement.
Bon, ben on va essayer d'aller le plus tôt possible sur place. Ça va? Voilà, au revoir madame. Il y a des gens avec qui tu ne sais pas décrocher. Tu n'aurais jamais dû dire... Je commençais à transpirer drôlement. Michel, j'ai eu cette bonne femme à l'appareil pendant une demi-heure. Tu y vas toi. Au moins. Dans des cas pareils, je crois qu'il faut dire que le témoignage, comme il dit, le témoignage est pour l'instant apparaît comme secondaire. Oui, mais moi je vais l'envoyer dinguer la prochaine fois parce que tout mon pain, je le fais bouffer par des gens comme ça. Alors je ne sais plus m'occuper de quoi que ce soit. Voilà les choses concernant... Tu as les adresses sur ces gens-là, hein? Il y a, voilà, alors tu as Vigneron, Philippe, rue Font-Gaillard, 108 N Saint-Paul, voilà la rue Font-Gaillard ici. Oui, ça je connais. Le radar de notre système de défense a détecté un objet, ou ce qu'on appelle un écho, à l'écran. Et cet objet se déplaçait à une vitesse très lente, à du 30-40 km à l'heure. Nous avons décidé d'envoyer des avions en l'air, des avions type F-16, donc des intercepteurs. On a détecté un objet, le même objet, au radar F-16, et cet objet, pour nous, s'est déplacé à une vitesse non conventionnelle. Tout d'abord à une vitesse très faible, et a accéléré et a descendu à une vitesse phénoménale vers le sol. Il faut dire que cette observation n'a pas duré longtemps, une vingtaine de secondes, mais c'était suffisamment pour nous pour en conclure qu'en effet, il y a eu quelque chose en l'air. Le candidat qui a su le mieux retenir l'attention, c'est le F-117, l'avion invisible. Un chasseur américain qui s'illustrera plus tard pendant la guerre du Golfe. En mai 90, on sait très peu de choses à son sujet, sinon qu'il a été tenu secret pendant 10 ans et que c'est un avion furtif, c'est-à-dire que les radars ne peuvent détecter sa présence. Il est temps qu'on s'arrête de parler des phénomènes. Ce n'est plus des phénomènes qu'on voit en Belgique, ce sont des objets. Ça fait une très grande différence. C'est plus un phénomène, c'est plus quelque chose de diffus, d'inconsistant, de peut-être mal vu, de trop éloigné. Il y a trop de cas très rapprochés qui portent bien sur des machines volantes. On a tous plus ou moins des impressions personnelles qu'on ne peut pas faire dans l'impression. Je sais ça parfaitement, c'est certain. Mais on arrive à se faire des espèces de convictions et sur la base, évidemment, de tout ce que l'on constate. Et là, c'est certain que ça me paraît difficilement explicable, les F-117 ou les avions furtifs, parce que jusqu'à présent, pour tous les renseignements qu'on peut en obtenir, ils ne peuvent pas faire de surplace, ils ne peuvent pas faire de vol stationnaire véritablement. Pour nous, cette hypothèse est exclue. Se déplacer à une vitesse de 20 km à l'heure n'est pas dans les performances de ces avions-là. Deuxièmement, les Américains devraient obtenir la permission du ministre de la Défense pour faire des essais au-dessus du territoire belge. Il n'y a pas eu de demande, il n'y a certainement pas eu d'approche du côté américain pour faire des essais pareils. Et je ne vois pas pourquoi les Américains viendraient ici pour faire des essais d'une telle nature. Il y avait un bloc quelque part dans le coin, et on ne sait plus où il est, on ne le retrouve pas, mais à mon avis, c'est dû à la panique, ça. Voilà, on était peut-être là ou un tout petit peu avant, ça je ne saurais pas vraiment dire. Bon, ici, c'est l'obscurité la plus totale. Oui, 10h30 il était au moins. Vous voyez celui-là, c'était, je ne sais pas vous dire en mètres, mais un tout petit peu plus haut, quoi. Il fait une quinzaine de mètres. Ouais, bon, j'ai dit 10-15 mètres, moi, c'est peut-être un peu plus, quoi, à voir comme ça. On voit bien les arbres des deux côtés. Hein. Bon, donc,
La lumière que vous voyez, est-ce qu'elle faisait de l'ombre ou pas? Est-ce que vous avez vu des ombres? Attendez, laissez-moi réfléchir. Des ombres avec les ombres des arbres, par exemple. Non, figurez-vous que... Non, c'était... Enfin, là, je n'ai pas regardé dans le bois, je n'ai pas pensé. Mais vous étiez dirigé comme ça, de toute façon. Je me suis arrêté. Vous baissez votre vitre pour essayer justement de vous mettre dans la... Le moteur tournait. Puis donc, ça s'est éclairé, c'est devenu tout blanc. J'ai vu la pointe des sapins qui bougeait et le moteur s'est coupé. Alors, d'abord, j'ai pas réalisé avec le moteur, puis j'ai regardé et j'ai vu comme le soleil une lumière forte. Et je savais pas la regarder, alors j'ai pris ma fiancée, je l'ai appuyée, je lui ai dit regarde là-haut. Alors elle a regardé et elle avait peur. Elle était sur le point de pleurer, elle m'a dit pars d'ici et tout ça, il va arriver quelque chose. J'ai voulu remettre la voiture, ça faisait ça tout le temps, mais elle ne démarrait pas. Elle n'a pas démarré. Non, elle faisait tout le temps comme ça. Oui, il y avait donc quand même une décharge, il y avait quand même le démarreur fonctionnait. Oui, le démarreur allait. Le démarreur fonctionnait. Oui, alors j'étais en train de pomper ce rappel-là, ça n'allait pas. Puis je m'énervais, je me dis, tu vas prendre ou quoi. J'étais vraiment paniqué, quoi. Alors bon, j'étais jusqu'au tournant, puis un peu plus loin, on arrive à la sortie du bois. Et c'est là que vous avez l'impression que ça vous suivait? Déjà ici, comment on dit, il faisait blanc. J'avais les phares éteints et... Attendez, ici, faut compter, c'était éclairé jusqu'à... Grosso modo, c'était blanc, il y avait un cercle, c'était éclairé. Donc il y avait toute cette zone et probablement derrière la voiture aussi. Tout ça c'était éclairé. C'était peut-être même plus loin, mais bon, en roulant, je ne sais pas évaluer la distance. Mais je suis sûr et certain que c'était vraiment clair. C'était blanc. Et vous, mademoiselle, j'ai posé la question, hein, est-ce que ça vous donnait l'impression d'avoir des ombres ou pas, la lumière? J'ai pas osé trop regarder, moi. Ce que j'ai regardé surtout, c'est les arbres. Ouais. Parce que ça m'a assez frappé. Les arbres qui bougeaient? Les arbres, oui. Et fort, hein, pas un vent faible, mais carrément plié. Ils étaient vraiment pliés? Oui, ça sûr et certaine. Pas au-dessus de moi, hein. Oui, pas ici, hein, là-dessus, quoi. Non, tout ça a l'air bien intact. Et je veux dire que le fait d'avoir des hypothèses qui sont du type avion ou prototype, en tout cas terrestre, ne retarde pas l'enquête. Rien ne nous empêche d'envoyer des enquêteurs de toute façon et de prendre les renseignements aussi précis qu'on le désire, mais je crois que ça fait progresser la coopération entre nous et les autorités. D'autre part, c'est aussi une attitude qui attirera plus les scientifiques. Parce que les scientifiques se sentent plus en terrain plus sûr quand on leur dit que nous, on cherche à tester d'abord l'hypothèse la plus simple, qui est celle d'un objet terrestre, quitte à la rejeter quand on aura suffisamment de renseignements, pour passer à d'autres hypothèses. Pendant très longtemps, on a douté. Ça peut être engin secret, etc. Militaire. Maintenant, on n'a pas évacué ça. Mais alors, on aurait pu, dès le départ, appliquer cette politique, ou essayer d'appliquer cette politique avec les autorités. Toi, tu as la conviction depuis le départ que ce sont des engins extraterrestres. Et cette conviction, tu l'as eue dès le départ. Mais tu ne peux pas demander à tous ceux qui sont autour de toi d'avoir la même conviction. Sur les mêmes bases que vous, 3 mois après. Mais non, moi, mais qui te dit que nous pensons à des engins extraterrestres? Pour moi, c'est une hypothèse qui est, probable, mais elle est probable, mais moi, aussi c'est une hypothèse. C'est pas pour ça que je dirais que c'est un objet extraterrestre où je prendrais une hypothèse plutôt qu'une autre. D'abord, j'essayerais d'éliminer la terrestre. Peu importe ce que c'est. Je ne saurais pas établir de thèse là-dessus parce que j'ai des faits, mais qui sont, faut bien dire, flous. Il n'y a rien. C'est le flou artistique. Il n'y a rien de concret, à part cette lumière que j'ai vue, dont je suis sûr qu'elle était là. Le reste. Mais bon, je vous répète, je suis sûr que ce n'est pas un hélicoptère. Certain, parce qu'on aura entendu le bruit des hélices. C'est pas un avion, il ne ferait pas du surplace. De plus, il y aurait le bruit des réacteurs. Et à une altitude pareille, je crois qu'on aurait eu les tympans déchirés. Si bas que ça. Et donc, c'était un moteur électrique, genre ULM. Enfin, même pas un ULM, c'est un moteur, mais c'était un bruit léger. Non, mais moi, je prends ça très au sérieux, parce que je me dis, s'il y a de la vie sur la Terre, pourquoi pas ailleurs? C'est immense l'univers, alors. Si on est là, pourquoi pas autre part?
Pour vous, c'est d'origine extraterrestre ce que vous avez. Ah non, je ne dis pas ça. Hein. Parce qu'à mon avis, il suffit que les Américains, les Russes ou une autre puissance ait trouvé un appareil qui ne fasse pas de bruit avec un autre système de déplacement. C'est possible. Hein. De toute façon, secret militaire. Ça vous paraît toujours possible? Oui, j'ai fait mon service militaire des hélicoptères et je sais bien que les secrets militaires, ils ne sont pas divulgués. Quoi. On fait jurer de ne rien dire. Donc s'ils ont quelque chose à cacher, ils ne le diront pas. De toute façon. L'éclairement a été subi, hein. Ça a vraiment été très rapide. Donc vous arrivez en voiture, vous vous arrêtez, il n'y a rien. Comme un spot qu'on allume, ça n'est pas venu progressivement. Hop, non. Ça c'est clac. Clac d'un coup, ça s'est allumé. On s'arrête, on voit rien, c'est noir. Et puis brusquement, clac, ça s'allume. Vous l'avez vu s'allumer? Ah oui, ça. C'est important. Oui, je vous dis, on est arrivé, c'était obscur. Au moment où vous êtes arrivé sur cette route-là, je regardais le ciel. Rien du tout. Non, j'ai mis mes gros phares et je regardais par le carreau.